Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être encore là. Je m'appelle Yannick Gestin et j'ai récemment rejoint le programme de recherche drone de l'ENAC. C'est l'occasion de parler de mon nouveau métier à plein de gens autour de moi. Ils me disent « Ah, des drones !» Et souvent, l'image qu'ils ont des drones, c'est plutôt des choses qui survolent les centrales nucléaires, ou des trucs qui volent très haut et qui portent des armes et qui vont à l'autre bout de la planète. Et c'est pas du tout l'image que j'aimerais que vous gardiez en tête, même si vous regardez la télé. Et je pense que cette présentation, Drone au service du développement durable, vise à montrer que la manière dont on peut s'en servir, dont on peut les concevoir, ça peut tracer quelques pistes pour le futur du transport aérien. Alors, juste quel repère, de quoi on parle. Vous connaissez très probablement plutôt ceux-là, les aérodrones de Parrot. C'est des jouets. Il va y en avoir des milliers et des milliers vendus à Noël. Et il y a toujours des soucis associés à l'explosion de cette activité. Vous connaissez probablement le Phoenix, fabriqué à l'ENAC. Non? Vous devriez. Donc c'est un drone à aile fixe, 1,30 m environ de largeur, qui a servi à des campagnes. Je reviendrai dessus. Il y a des micro-drones, évidemment, qui sont encore limités en termes d'autonomie, de prise de décision, mais ça va progresser. Et puis, bien sûr, il y a ce qu'on appelle les drones medium altitude long endurance ou high altitude long endurance. Par exemple, le Neuron de la survivation. Les usages qu'on a pour ces micro-drones et ces mini-drones, aujourd'hui, c'est de la cartographie, c'est des mesures pour des travaux, des inspections de choses sensibles. Pourquoi pas demain, la livraison par drone. Donc là, il y a Amazon qui a investi quelque chose comme une centaine de millions de dollars l'an dernier sur cette activité. Donc il y a des chances que ça avance un peu. Ces usages-là, ils sont évidemment associés à l'exploitation de toutes les données qu'on va en retirer. Et c'est au service d'un développement économique assez fort, quoi. Donc là, c'est Parrot qui a publié ça, donc c'est un petit peu biaisé, mais en 2015, la France, c'est le 3e endroit où on utilise le plus les drones. Les budgets associés en France, vous voyez les chiffres un peu sur la gauche du transparent. Il faut savoir qu'en 5 ans, depuis 2012, on a environ 150 000 emplois de créés sur ce secteur. Et je pense que ça va être quelque chose qui va continuer. Alors on a de la chance en France à cause d'une réglementation qui a rendu ce développement possible. Alors pour le développement durable, il y a le triptyque classique sur l'aspect écologique, social, économique. Je vous laisse imaginer sur ce diagramme de Venn où se trouve le durable. Et d'un point de vue des drones, en première approche, la dimension écologique, elle est portée par la manière dont on le conçoit, dont on l'opère. Très souvent, ses sources d'énergie, le matériau, la réutilisation. La dimension sociale, évidemment, est associée aux usages qu'on en fait. Et donc, je vais vous en exposer quelques-uns au service du développement durable. Et évidemment, pour la partie économique, aujourd'hui, la grande question, elle est d'ordre réglementaire. Alors, je vais vous présenter quelques projets, mais avant, je voudrais faire la publicité pour cet ouvrage qui a été compulsé par un voisin d'en face à 100 mètres au-delà du rond-point, le CEREMA, M. Fideli, qui a recensé au sein du ministère tous les usages des drones. Et en l'occurrence, on peut le télécharger. Et au sein de ce document PDF, vous allez voir que dans le ministère, on utilise des drones pour des mesures d'étiage, pour des prélèvements d'eau, des drones ENAC pour les mesures de course d'inversion, ce que vous connaissez un petit peu, les inspections de bâtiments, alors là on utilisera plutôt des multicoptères, encore des drones ENAC, alors c'est quasiment celui-là pour des études météorologiques un peu différentes sur la formation des nuages, sur l'aérologie en général, mais aussi sur la pollution, les aérosols, le rayonnement. Alors des drones pour faire des travaux d'inspection de chaussées et de pistes. Et pour terminer, des usages écologiques comme la surveillance de la mégafaune. Là, c'est un drone de Delertec qui allait à Mayotte et qui a fait
certaines missions autonomes pour identifier les déplacements de grosses tortues. À l'ENAC, l'histoire des drones est assez longue. Elle a commencé en 2002 avec l'initiative d'Antoine Drouin et Pascal Brisset. Ça a été tout de suite identifié comme quelque chose de très très important pour l'école, et donc la direction, et puis Catherine Ronflet-Nadeau, qui est peut-être encore ici, ont lancé cette activité de recherche. Aujourd'hui, c'est une assez grosse équipe avec des enseignants-chercheurs, des ingénieurs d'études, et on a la chance donc de bénéficier de la bienveillance, par exemple, de l'État et de la région et de la métropole, qui nous finance une volière, un équipement qui nous permettra de faire des expérimentations contrôlées, qui va être bâti sur le campus d'ici un an. On a des mécènes qui financent nos études au travers de notre fonds de dotation. Donc ENGIE, INEO et Safran nous financent des activités de recherche sur Detect and Avoid et le Command and Control Link. Et bien sûr, on vit dans un endroit qui est vraiment extrêmement riche en termes de recherche drone, que ce soit l'ISAE, Super-Héros, l'ONERA, le LAS, et tous les usages qu'on a, les laboratoires, l'Observatoire Midi-Pyrénées, la météorologie. Et donc il y a demain en fin de matinée, ces coopérations donnent lieu à la signature du groupement d'intérêt scientifique dans le domaine. Donc, et l'ENAC travaille dans ce secteur depuis longtemps, sur les systèmes que vous voyez ici. Alors le premier, les systèmes Drone Paparazzi, c'est ce qui avait été créé il y a 10 ans et qui continue à évoluer. Alors c'est quoi? C'est un système informatique, vous envoyez la station de contrôle sol. C'est surtout de l'électronique embarquée dans cet avion. C'est le logiciel qui va piloter le drone, faire la mission. C'est tout cet environnement qui a été développé d'abord à l'ENAC, et grâce à sa nature open source a été reprise par plus d'une quarantaine d'universités et d'individus. Il y a des centaines d'heures de vol de paparazzi tous les ans, des enthousiastes. Et ça fait un système qui nous permet de continuer nos recherches, que ce soit dans les vecteurs, le Phoenix là-haut, le Solar Storm dont je vais parler dans une minute, et plein d'autres avions et multicoptères. Alors, évidemment, c'est à des visées aussi pédagogiques, mais ça nous permet de faire notre deuxième thème de recherche, qui est celui des usages civils des drones. Donc je vous ai présenté quelques sujets pour le développement durable. Et donc là, dans les usages, la dimension sociale est mise en valeur. Et enfin, comme on sait les construire, on sait s'en servir. Comme on sait s'en servir, on peut dialoguer avec les corps de régulation, que ce soit la DGAC, l'EASA, l'OACI, pour les aider à réfléchir à la façon dont tous ces drones peuvent s'insérer dans le trafic aérien. On ne peut pas rester, aujourd'hui en 2015, sur une ségrégation complète par rapport à l'essor de ces technologies, et on ne peut pas ignorer le fait qu'il y en aura de plus en plus. Alors, sur tous ces sujets-là, je vais vous présenter quelques exemples. Le premier, c'est celui que vous venez de voir. Donc c'est un petit gadget concentré de technologie, 50 cm de large, 400 grammes. Et cet appareil, il a été conçu par Murat Bronze, avec les collègues de l'ENAC et de Super-Héros. Et la dimension de l'airframe a été faite pour optimiser l'utilisation de cellules solaires que vous voyez sur son extrait d'eau. C'est des petits panneaux. Et en plus de la conception de l'avion, on a rajouté de l'électronique embarquée. Alors, c'est pas le Solar Impulse, c'est plus petit. Et on a rajouté évidemment une carte qui permet de détecter quand est-ce qu'on peut utiliser l'énergie solaire, comment on peut recharger les batteries. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, si on prend un storm classique non solaire, sur une campagne d'expé, en automne, en Hollande, on aurait pu mieux choisir, on peut faire voler le Storm avec 2 batteries LiPo pendant 90 minutes, avec une seule batterie et les capteurs solaires pendant 80 minutes. Donc on a un gain qui est notable pour de l'énergie, pour la croisière. Et il faut savoir que ces batteries, les lithium polymère, elles ont permis l'essor de ces magnifiques objets, parce qu'elles sont compactes, elles délivrent beaucoup d'énergie. Et bien peut-être est-ce que un deuxième verrou sur l'endurance, sur la portée de ces vecteurs pourrait être levé petit à petit.
En termes d'usage maintenant, je pourrais en citer plusieurs. Le plus prolixe en ce moment à l'ENAC, c'est le partenariat donc, au sein des appels à projets NR, de la Fondation STAE, de l'ancien MAV Research Center qui est maintenant le GIS. C'est des projets de mesure de l'atmosphère. Alors, on peut citer par exemple un vol qui a eu à Macehead, donc dans le Connemara en Irlande, où ils ont fait voler des X6, alors pas seulement trop près de l'eau, mais aussi très très haut, dans les nuages, jusqu'à 3000 mètres d'altitude pendant quasiment 1h30, pour faire des prélèvements de rayonnement, de particules, de température, d'humidité. Et tout ça au service donc, de l'étude des impacts sur le climat d'une part, et de la formation des nuages d'autre part. Bon, ils sont bien allés les choisir. Le problème, c'est qu'il faut atterrir. Et là-bas, au fin fond du Connemara, il y a beaucoup de cailloux, donc ils ont utilisé des volets, des filets. D'autres projets où on envoie des nuages de drones dans des nuages, donc une exploration autonome du nuage par des vecteurs qui sont en cours. Et puis il y en a eu un autre auparavant, Voltige. Donc pour vous donner une idée du vecteur qui est employé, donc ça dépend des projets, mais en Irlande c'était un petit peu plus gros que le Mako que vous voyez ici. La charge utile, l'outil pour les mesures avait été conçu par Météo. Donc aujourd'hui on adapte nos connaissances sur la conception des drones, projet par projet, et on en retire des connaissances solides aussi par ailleurs. Un autre projet dont il y a une grosse réunion demain, désolé pour l'image un peu pixelisée, c'est un projet H2020 qui vise à utiliser des drones. Donc là c'est un X10 que vous voyez ici qui mesure, je sais pas, 1,50 m d'envergure je crois. Vous l'avez vu peut-être pour certains d'entre vous sur la table dans la salle des démonstrations. Grâce à notre système Paparazzi, il vise à survoler soit des zones inondées, soit des marécages, soit tout simplement des plantations. Et il va utiliser la réflexion GNSS. Grâce à un capteur, on va pouvoir mesurer l'hygrométrie de la surface survolée. Donc ça peut servir pour augmenter l'efficacité de l'utilisation de l'arrosage. On sait où est le stress hydrique, où est-ce qu'il faut aller arroser à nouveau ou pas. On peut s'en servir évidemment dans des situations plus dangereuses après catastrophe par exemple ou inondation. Et par rapport à la vision classique ou la spectrographie proche infrarouge, on peut opérer et obtenir des informations même sous une couche nuageuse, même sous une première couche par exemple des frondaisons et des feuilles. Alors il y a l'opération du drone bien sûr. Il faut pour ça pouvoir le faire voler à cet endroit-là. Il y a l'adaptation du système pour faire la mission, et puis bien sûr le traitement des données. Et on se rend compte de plus en plus, ces outils vont provoquer aussi une explosion des usages numériques, des big data, etc. Alors pour faire voler ces drones, aujourd'hui, vous le savez peut-être, on est dans un espace de ségrégation totale. Il faut des autorisations selon 4 scénarios. Je ne vais pas vous donner le cours, mais nous on est comme tout le monde. On veut que l'essor des drones se fasse avec une certaine sûreté et sécurité. Et donc, il y a plein de gens qui réfléchissent au futur. Alors, ceci est une proposition de Google et de la NASA. Et ils visent évidemment à créer ce qui s'appelle l'Unmanned Aerial Systems, UAS, Traffic Management, donc l'acronyme UTM. Il y a plein de scénarios. Je vous ai parlé d'Amazon aussi, qui propose leur propre découpage du ciel et se propose, comme Google quasiment, en fournisseur de services, à comprendre comme un ANSP. On va assez loin. Alors, ça, c'est des propositions portées par soit des laboratoires, soit des entreprises. Évidemment, on a commencé à réfléchir à tout ça depuis un petit moment. Et l'OACI, l'EASA, bien sûr, les législations nationales, les régulateurs, ils travaillent à produire des évolutions.
Le vrai enjeu, le vrai verrou aujourd'hui pour l'utilisation des drones, économique et puis sociale, c'est si on impose une certification qui nécessite de doubler, tripler, quadrupler les systèmes, comme pour les avions, les drones ils seront trop chers, les micro-drones ils n'existeront pas. Et puis il y aura très peu d'opérateurs. Donc on a un compromis, on va dire, pour permettre l'usage des drones par des agriculteurs, par des gens qui font de l'inspection de ligne, etc. Et donc pour lever ces enjeux, évidemment, on a des César, on a beaucoup de sources qui stimulent nos recherches. Et dans le cadre, par exemple, du projet Audrea et Tempaeris, on a contribué avec nos partenaires, ils sont nombreux, mais bon, beaucoup la DTI, à des simulations en temps réel, des simulations en temps rapide, et à des expérimentations réelles, utilisant un patrolleur de Safran, pour faire du detect and avoid avec un système qui a déjà été développé, et pour évaluer différents types de scénarios. Donc ces démonstrateurs de detect and avoid se font sous l'initiative de César. Il y a beaucoup de démonstrateurs en cours et il y en aura encore de nouveaux, et je pense que là-dessus l'ENAC a beaucoup d'atouts. D'abord parce qu'on connaît bien les aspects réglementaires, on connaît le sol, on connaît le bord, on est assez proche du régulateur national, et donc on va continuer là-dessus, d'autant que c'est le sujet sur lequel les mécènes de la chaire drone, donc Colfili, Ineo, Engie et puis Safran, nous font travailler de chercheurs. Alors demain pour le futur transport aérien, je pense que c'est vous là, ceux qui sont assis le plus haut, les futurs acteurs de tout ça. Donc c'est en travaillant avec vous, en vous formant et en apprenant avec vous. On va former des concepteurs, des exploitants. Évidemment, c'est pas tout de suite que des avions avec passagers et sans pilote vont exister. Je pense pas que ça existe un jour, peut-être, où on se demande où sera le pilote réellement. Mais il y a plein de scénarios, possibles à court et long terme. Et donc, évidemment, l'ENAC travaille avec la formation, bien sûr, les régulateurs, les industriels. Une chose est certaine, c'est que cette vue-là d'artiste de Bluebird, l'Unmanned Cargo Aircraft, je pense que c'est pas complètement de la science-fiction, évidemment pas dans des zones denses, mais on n'a plus besoin de faire de la pressurisation, on n'embarque pas les mêmes matériels. Et de façon générale, un avion où il n'y a qu'un pilote, s'il tombe en panne, ça devient un drone. Et donc toutes les recherches qu'on fait sur les drones, elles sont aussi dans la continuité des recherches et des études qui sont faites pour les évolutions du pilotage. Et donc tous les problèmes qu'on a sur le lien, sur la safety et sur les facteurs humains associés, bien évidemment, il y a une continuité entre les mini-drones que vous voyez ici et puis les gros avions de demain. Voilà, j'espère que vous penserez moins aux drones qui font de l'incursion et un peu plus à ce que pourrait être l'aviation demain. Merci.